Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éclat de vie propulsé par la FENVAC. Je suis aujourd'hui avec le professeur Malik Ait Aoudia, qui nous reçoit dans son cabinet dans le 7e arrondissement de Paris. Bonjour, est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Avec plaisir. Donc, je suis Malik Ait Aoudia, je suis docteur en psychologie, psychologue clinicien et psychothérapeute. J'ai un exercice dans la clinique depuis maintenant, je me rends compte, plus de 20 ans. Plus particulièrement depuis 2006, à la question des cauchemars post-traumatiques plus précisément. Qu'est-ce que c'est que le stress post-traumatique et qu'est-ce que c'est que les cauchemars post-traumatiques ? Le stress post-traumatique ou le trouble stress post-traumatique, les troubles psychotraumatiques de façon générale, sont les marques et les stigmates que peut laisser la confrontation, l'exposition à un événement traumatogène, à un événement marquant. Le cerveau n'a pas pu intégrer le choc de l'événement initial. Et cela va se reproduire essentiellement dans ce qu'on appelle les reviviscences traumatiques. Les personnes vont revivre les scènes qu'ils ont vécues sous forme de flashbacks, sous forme de pensées intrusives et envahissantes qui vont être présentes régulièrement, sous forme de cauchemars post-traumatiques. Et cela va donner aussi des conséquences sur une altération de leur cognition et de leur humeur. C'est des gens qui vont se blâmer, ils vont avoir une lecture du monde à travers le biais et le prisme de l'événement traumatique. C'est-à-dire que ces manifestations, elles sont tout à fait normales et adaptatives lorsqu'elles se présentent dans les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, avec une diminution de l'intensité et de la fréquence de ces manifestations. Parce que ces manifestations sont adaptatives. L'événement est si fort que l'organisme va prendre un peu de temps pour commencer à l'intégrer et, comme on dit, le digérer. Chez certaines personnes, cette intégration, cette digestion ne peut pas se faire. Et au-delà de 4 semaines, ces manifestations seront considérées comme étant un trouble de stress post-traumatique. C'est que, si vous voulez, c'est comme si le système d'alarme et d'alerte initial continue de fonctionner des semaines après que l'événement ne soit plus là. On parlait de reviviscence, donc on a parlé de flashback et de pensées intrusives, et du coup les cauchemars font partie de ces reviviscences. Exact. Alors, la question des cauchemars est une question très ancienne. Depuis la nuit des temps, l'être humain, lorsqu'il est confronté à des événements, il a des réactions. Les cauchemars, en réalité, ont une fonction. Comme vous avez un hématome, lorsque vous avez reçu un coup, cet hématome, aussi dérangeant soit-il dans son aspect douloureux, etc., c'est une réaction adaptée de l'organisme pour rétablir l'homéostasie. C'est rétablir et guérir, si vous voulez, du choc. Bon, ça c'est l'aspect visible. Mais lorsqu'il s'agit des aspects invisibles, des cauchemars, lorsqu'ils sont présents, je veux dire, c'est un excellent signe après un événement traumatique. La science s'est beaucoup intéressée au cerveau éveillé, alors que le cerveau endormi, il fonctionne un tiers de notre vie. Parce qu'on dort un tiers de notre vie, on ne passe à dormir. Le fonctionnement du cerveau lorsqu'on dort, il est totalement différent de celui du jour. C'est durant le sommeil qu'on répare, si vous voulez, qu'on fait rentrer la voiture au garage pour la révision. Donc nous, c'est chaque soir qu'on fait rentrer notre corps et notre cerveau au garage de la nuit, et le cerveau va s'occuper vraiment à faire les réparations, aussi bien physiques sur le corps que sur l'esprit, à savoir la mémoire, les régulations émotionnelles, et les cauchemars sont l'une des principales fonctions pour la mémorisation et la régulation émotionnelle. Et d'ailleurs, si on regarde de plus près, les thérapies les plus recommandées dans le trauma sont ce qu'on appelle des thérapies d'exposition. Ça veut dire exposer les personnes à revoir les mêmes images. Bien sûr, je dis ça, c'est fait par des professionnels, avec des règles précises. Il faut être formé
dans une formation spécialisée en psychotraumatologie pour pouvoir exercer ça. Je tiens à le préciser. Notre cerveau, il est spécialisé par lui-même. Il le fait à travers les cauchemars, il fait exactement la même chose qu'on fait nous en thérapie. Donc un cauchemar, c'est de l'exposition, comme on peut retrouver en TCC par exemple. Exactement. Lorsqu'elle est initialement faite, à force de répétition, il tente de résoudre d'intégrer, si vous voulez, cet événement-là. L'intégrer, ça voudra dire quoi? Faire passer la séquence de cette mémoire traumatique à une mémoire autobiographique. Et ce passage-là, il est conditionné par deux critères qui se joignent et dont un est plus important. Il y a la condition cognitive et la condition émotionnelle. Notre bibliothèque humaine, c'est notre hippocampe. Et celui qui assure la régulation de nos émotions, c'est le cerveau des émotions, c'est l'amygdale cérébrale. Et le cauchemar, en fait, lorsqu'il a une charge émotionnelle trop forte, il ne rentre pas dans l'hippocampe, donc il ne devient pas autobiographique, il ne devient pas souvenir. Il reste perturbant, traumatique. Ça veut dire, c'est comme si vous avez une peau qui reste toujours brûlée. Chaque fois que vous la touchez, ça fait mal. Une fois qu'elle cicatrise, qu'elle garde la marque, là, elle deviendrait moins perturbante. Et au fur et à mesure, une fois que c'est très bien cicatrisé, elle se confond avec le reste de la peau. Elle garde ce qui rappelle, mais elle n'est plus douloureuse lorsqu'on la touche. De la même façon, le cauchemar, ce qu'il essaie de faire, il essaie de décharger ce souvenir-là pour qu'il puisse intégrer l'hippocampe et qu'il devienne un souvenir autobiographique. Lorsqu'il n'arrive pas à le faire, eh ben, il va tourner à vide. Et ça deviendrait une répétition, une réviviscence. Et c'est ça qui va constituer le facteur de maintien. En gros, le cerveau, donc l'amygdale, son travail, ça va être de décharger l'émotion du souvenir traumatique pour le mettre dans le souvenir autobiographique. Un peu comme transformer l'émotion du trauma en un chapitre de la vie qu'on a vécu, qui a été difficile, mais qui fait partie de notre histoire. C'est ça? L'amygdale, c'est le centre des émotions. Et à partir de ce moment-là, l'amygdale va commencer à moins réagir à cette information. Il va y avoir une émotion de moins en moins intense, et c'est ça qui va favoriser le processus d'intégration. On oublie la dimension socio-culturelle du cauchemar. Ce que je veux dire par là, c'est que le cauchemar, le cerveau, c'est une physiologie, mais la physiologie, elle fonctionne avec du sens. C'est-à-dire que les dimensions culturelles vont jouer. Lorsque vous avez un cauchemar, là-dessus, je parle de la déficience culturelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une personne qui reste avec un cauchemar, le fait qu'elle ne saisisse pas le sens de ce cauchemar va le traiter comme un dysfonctionnement à l'origine. Et donc va éviter d'aller dormir. Et donc c'est ça qui va renforcer les évitements, vont renforcer la présence de ce cauchemar-là. Parce qu'elle va introduire, l'évitement va renforcer la réaction de peur amygdalienne. Le cauchemar est développemental, il est essentiel au développement. C'est pour ça qu'il est très normal chez les enfants. Un cauchemar est une fonction de socialisation. Un enfant, lorsqu'il fait un cauchemar, le fait de crier durant le cauchemar alerte l'entourage. Les adultes qui vont être autour vont venir vers l'enfant. Ça crée du lien, d'attachement. Exactement. Mais aussi, c'est-à-dire de donner les clés à l'enfant, de comprendre que ces phénomènes sont des phénomènes naturels. Et on va le rassurer, et cette fonction de réassurance va permettre à l'enfant de se développer en ayant, notamment dans des perspectives d'attachement, ce qu'on appelle l'aspect sécure que peut prodiguer l'adulte. Et donc le cauchemar lui permet d'abord de développer une très bonne régulation face à des peurs. Donc ça développe beaucoup la régulation du système de la peur, qui est un système essentiel. Avoir une alarme à la maison, c'est rassurant. La même chose, avoir un sentiment de peur est tellement important, c'est rassurant de savoir que lorsqu'il y a un danger, on puisse avoir peur. Donc finalement, le cauchemar va augmenter la tolérance de l'enfant à la peur. Les études nous montrent aujourd'hui que parmi les facteurs de maintien des troubles stress post-traumatique et de l'échec thérapeutique, si j'ose dire, donc des limites thérapeutiques, des thérapies recommandées et centrées sur le trauma, la moitié des patients ne répondant pas à ces thérapeutiques souffraient de troubles du sommeil. Dans le sommeil, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Les cauchemars et les rêves se produisent tous durant le sommeil paradoxal. Il y a une exception où l'activité onirique est présente et c'est spécifique au cauchemar post-traumatique. Pourquoi? Parce que durant cette phase, les gens vont avoir des mouvements et ils vont bouger. Alors que dans les cauchemars, on est au stade du sommeil paradoxal, on ne bouge pas.
Pour les gens qui prennent des médicaments, je pense par exemple aux antidépresseurs qui peuvent avoir des effets secondaires sur le sommeil et sur les cauchemars de manière générale. Enfin, c'est quand même une façon d'altérer les phases du sommeil qui peuvent empêcher de dormir bien. Ça a forcément un impact biologique sur les personnes. L'introduction des traitements va créer ce qu'on appelle des effets iatrogéniques. Eux-mêmes vont compliquer le sommeil et vont favoriser le cauchemar. Ce que nous pouvons comprendre ici, c'est pas tant la nature des choses qui est complexe, c'est notre difficulté à comprendre la complexité. Le fait qu'on considère les symptômes comme étant secondaires et symptomatiques uniquement, c'est une des limites qu'on retrouve et dans la clinique et surtout dans la thérapeutique. Pour rendre les choses peut-être un peu plus précises, aujourd'hui, nous avons des thérapeutiques ciblées sur les cauchemars qui nous permettent de proposer des protocoles personnalisés pour des personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique et de cauchemars en même temps. Parce que le cauchemar n'est pas un symptôme sine qua non, obligatoire. On peut avoir un trouble stress traumatique sans cauchemar. C'est ce que dit la nosographie. Lorsqu'on prend des choses d'une façon plus épidémiologique, c'est quand même rare qu'il n'y ait pas les deux. Plutôt dans ce sens-là. C'est qu'on va jusqu'à 90% des personnes, en moyenne, présentent des cauchemars. Bien sûr, il y a ceux qui vont s'estomper dans le temps, il y a ceux qui vont persister. Et ceux qui vont persister sont thérapeutiques, ils persisteront. La thérapeutique, c'est quoi? Dans la thérapeutique, nous avons des protocoles aujourd'hui qu'on appelle les protocoles de la répétition de l'imagerie mentale, la RIM. Ces protocoles ciblent les cauchemars en neutralisant le travail sur le trauma. C'est que la personne qui souffre de trauma, dans le protocole qu'on va construire avec les patients, on va leur expliquer clairement que ici vous avez un TSPT, un trouble stress post-traumatique, et vous avez également des cauchemars. Ce que nous vous proposons, une fois qu'on aura fait tout un travail à faire, ce qu'on appelle un travail de fixation et de psychoéducation, sur les traumas et les cauchemars, on va leur dire maintenant on va scinder les choses. On va laisser le trauma de côté et on va travailler que sur les cauchemars. Et en faisant ce travail-là, le protocole ciblé sur les cauchemars permettait de réduire l'intensité et la fréquence des cauchemars, mais pas que. Il permettait de réduire l'intensité de la symptomatologie post-traumatique, dépressive, et améliorer la qualité du sommeil, et donc améliorer le bien-être. Et puis du coup aussi améliorer la thérapie, vu que c'est un des symptômes qui bloque. Exactement. Nous œuvrons depuis un certain nombre d'années à ce qu'on puisse considérer les cauchemars, lorsqu'ils sont présents, comme étant une entité et pas simplement un symptôme, avec le trauma et les autres troubles qui peuvent être associés, et les traiter en conséquence. Parce que nous avons des protocoles. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les patients qui souffrent de ça? Le cœur de la thérapeutique, c'est d'arriver à ce que les personnes puissent s'entraîner pour arriver à changer le scénario du cauchemar et s'exposer à ce nouveau scénario qu'ils auraient établi pour pouvoir réduire les perturbations du cauchemar. Donc c'est possible d'avoir un impact sur le cauchemar qu'on fait? Absolument. C'est ce qu'on appelle des théories de la continuité des états. Pour les patients, je voudrais dire que les cauchemars post-traumatiques, les cauchemars qui surviennent après un traumatisme, lorsqu'il s'agit d'adultes, dans les premiers jours, c'est une réaction tout à fait normale. Cependant, elle mérite, lorsque les cauchemars deviennent chroniques, sachez qu'ils deviennent pathologiques. Et pour cela, il y a des protocoles thérapeutiques précis qui aident à dépasser cette situation pathologique. Et ces protocoles sont nombreux, et ceux qui sont les plus recommandés, c'est les protocoles qu'on appelle la thérapie par imagerie mentale. Elle consiste de façon générale à comprendre ce que c'est que le cauchemar, à comprendre ce que c'est que le sommeil, avoir les régulations et inductions pour le sommeil, et ensuite faire la transformation du contenu du cauchemar. Et ces protocoles ont été validés scientifiquement, et leurs résultats sont attestés scientifiquement. Merci beaucoup Malik et Aoudia de nous avoir reçus dans votre cabinet. C'était passionnant, vraiment. C'était un plaisir. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Très bonne journée. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.